Éric Bachet, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui dans cet espace de rencontre. Nous nous connaissons depuis un certain nombre d'années maintenant. Nous nous sommes connus par ta compagne Isabelle, qui est une amie de longue date. Et j'ai découvert avec beaucoup d'intérêt une approche du tarot, de la tarologie en général avec toi. Enfin, j'ai découvert ça de loin, hein. Tu m'as expliqué ça une fois, comme ça, un après-midi. Donc, je me suis dit que ça valait la peine de partager avec les auditeurs de cette chaîne ta façon de travailler le tarot, de le présenter, de l'enseigner, puisque tu l'enseignes. Avant qu'on parle du tarot lui-même, j'aurais aimé que tu nous rappelles quelques éléments biographiques pour que les personnes puissent se rendre compte un peu de ton parcours très très riche. Donc, déjà, tu es né à Chartres, une ville emblématique. Et tu m'as confié une fois que pour toi, c'était une ville qui t'avait fortement imprégné. Tout à fait. Tout d'abord, bonjour Liliane, et puis je te remercie vraiment très sincèrement de m'accueillir voilà, sur ta chaîne et de me permettre de parler de ce qui m'anime depuis plusieurs années, c'est-à-dire notamment le tarot et tout ce qui va autour, le coaching et la méditation. Effectivement, je suis né à Chartres et Chartres, comme tu le sais, est connu pour, on va dire 2 caractéristiques. La première, c'est son plat pays. C'est-à-dire que en tout cas est plate et d'ailleurs quand on arrive à Chartres, ce qui est, le plus marquant, en tout cas moi ce qui m'a marqué le plus, c'est qu'on voit la cathédrale d'extrêmement loin. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est, visuellement, impactant. Et puis la deuxième caractéristique de cette ville, c'est bien évidemment, la cathédrale dont on a parlé. Et quand on parle de la cathédrale, en fait, ça me fait penser déjà au tarot, en fait, puisque, on pourra en parler un petit peu plus tard d'ailleurs, mais il y a les 4 éléments dans le tarot, notamment, l'élément eau qui est représenté par la coupe et finalement cette cathédrale, elle est complètement dans l'élément eau, c'est-à-dire qu'il y a à la fois l'architecture et également l'aspect religion et ces 2 aspects sont contenus dans ce qu'on appelle, le la suite des coupes, c'est-à-dire, tout ce qui est, émotionnel, artistique et également, religieux. Voilà, donc ça m'a dès la naissance, ça m'a impacté, même si je ne connaissais pas encore le tarot, mais c'est quelque chose qui m'a, profondément touché, sans parler du labyrinthe qui a été, pour moi également révélateur et qui m'a permis de travailler ensuite dans les années 2000, au début de l'année 2000 sur un type de dessin et ensuite un type de peinture que j'ai appelé monoline. Donc, tu as été initié très jeune au tarot, en famille, hein, par un de tes oncles. Tu m'as dit une fois 14 ans, c'est ça, à l'âge de 14 ans? Voilà, environ de 13-14 ans jusqu'à 18 ans environ. Ouais, voilà. Et cet oncle-là a vécu, j'ai eu la chance, de l'avoir, tous les jours puisqu'il a vécu, chez nous. Donc je le voyais tous les jours, matin et soir et on a pu comme ça, il m'a un peu initié. C'était un peu, je dirais pas comme un père de substitution, mais en tout cas certainement un père spirituel, oui. Qu'est-ce qui t'a attiré dans le jeu du tarot? Dans le jeu du tarot, ce qui m'a attiré, c'est vraiment l'aspect global de son utilisation, c'est-à-dire pour moi, il y a tout dans le tarot. J'y étais très intéressé, également, par le travail sur le I Ching. J'ai étudié le I Ching ou I Ching, c'est la même chose. J'ai étudié certaines religions, donc j'ai pas mal étudié la Bible. J'ai étudié le Tao Te Ching et ce qui m'a plu et ce que j'ai senti dans le tarot assez rapidement, c'est que le tarot pouvait contenir, au même titre que ces livres de sagesse ou ces livres spirituels pouvaient contenir une certaine spiritualité et une certaine sagesse. Et c'est ça qui m'a poussé à aller plus avant et à lever le pied un petit peu, peut-être plus par rapport à la Bible ou par rapport à d'autres, ou même au Yi que je continue de pratiquer. Mais justement, j'utilise le tarot et je vois le tarot comme je voyais, à 17 ans le Yi par exemple. Quelle est l'histoire du tarot? Alors l'histoire ou l'historique du tarot, c'est assez, bon, c'est assez vaste et ça paraît à la base assez mystérieux. Ah, je fais bouger la caméra, c'est déjà le mystère qui commence. Alors,
le tarot a été créé je dirais, début ou mi-15e siècle. D'accord? Notamment, alors ça vient d'Italie, notamment, avec je peux te montrer là, parce que j'ai bien fait mes devoirs et j'avais préparé un petit peu avec le tarot Visconti Sforza, D'accord. d'accord? Et en fait, ce que je vais te montrer, c'est vraiment le tarot vraiment historique. C'est un des premiers tarots. D'accord, effectivement, on sent la patte italienne, oui, le style com- italien. voilà, Ouais. complet Mhm. ou pratiquement complet. Hmm, Voilà, d'accord? Ça a évolué ensuite en France. Euh, mais surtout, ce que je voulais te dire, c'est qu'on parle beaucoup du tarot de Marseille, dont le tarot que je viens de te montrer, donc le tarot Visconti Sforza, est l'ancêtre. D'accord? Ça, c'est mhm, l'ancêtre du tarot de Marseille. Mais il faut savoir que le tarot de Marseille est le tarot le plus utilisé en France. mhm. D'accord? Mais ça n'est pas le tarot le plus utilisé dans le monde. Le tarot le D'accord. plus utilisé dans le monde est ce qu'on appelle le tarot de Rider-Waite-Smith, qui a été créé en 1910 par D'accord. Edward Waite. Ah oui, je vois, effectivement, oui, c'est différent. Tu pourrais nous montrer Voilà. notre lame? Oui. Bien sûr, là je t'ai montré la boîte. Ah Voilà. oui, et c'est le plus utilisé dans le monde. C'est le plus utilisé dans le monde puisque c'est un tarot D'accord. anglophone. Et surtout, pourquoi c'est le plus utilisé? Parce qu'il est plus facile d'accès. Et pourquoi il est beaucoup plus facile d'accès? Parce que les lames mineures du tarot de Marseille, qui peuvent paraître absolument incompréhensibles, ont été illustrées avec le tarot de Rider-Waite-Smith, ont été illustrées par des images. Donc là, Hmm, on a par exemple le 2 d'épée. hmm, Et le 2, on est dans la contradiction, par exemple. hmm, Mais si je te montre le 2 d'épée du tarot de Marseille, tu vas dire, tu vas voir deux épées, mais bon, voilà. je comprends. Oui, Et oui. c'est pour ça que c'est un tarot qui est beaucoup plus facile d'accès. Il est beaucoup plus facile d'accès, eh bien, il est plus utilisé, tout simplement, en sachant qu'il est utilisé par les plus grands médiums et les plus grands voyants internationaux. Voilà. Et ce tarot-là que je te montre là, ce sont les dessins originaux, mais en fait, il y a toute une déclinaison et tous les tarots que tu vois sortir chaque année sont basés la plupart sur le tarot de Rider-Waite-Smith. Hmm, Voilà. Mais ça peut être, par exemple, je dis n'importe quoi, hein, mais le tarot des vampires. Donc, il est basé sur le système de Rider-Waite-Smith et non pas sur le système de Marseille, parce qu'il y a des petites variations aussi, au niveau des arcanes majeures notamment. Hein. d'accord. Et tout D'accord. récemment, je voudrais quand même te dire que tout récemment, j'ai trouvé un petit bijou qui Hmm, est très récent. mhm, J'ai fait d'ailleurs sur la chaîne Planète ASMR Tarot, j'ai fait une vidéo. Et ce petit bijou, c'est l'oracle de Marseille. hmm, Donc l'oracle de Marseille est un petit peu, je le compare au Rider Waite Smith, c'est pour ça que je t'en parle, parce que c'est basé sur le tarot de Marseille, mais avec toutes les arcanes illustrées. Et toutes les arcanes sont illustrées parce que les auteurs ont créé uniquement des cartes majeures, des arcanes majeures. Il n'y a plus d'arcanes mineures. Il n'y a que des arcanes majeures. Et ça, c'est un petit trésor, ce jeu. Je ne sais pas hmm. si on voit bien. Oui, je L'ima- vois. L'imagerie reprend totalement l'imagerie du tarot de Marseille, Mhm, mais en plus moderne. mais en plus moderne, et puis surtout avec que des arcanes majeures. Donc on n'a plus, comme les blocages qu'on peut avoir, c'est pour ça que certains tarologues n'utilisent que les 22 arcanes du tarot de Marseille, et que c'est effectivement dommage, à mon sens, hein, je ne porte pas de jugement sur leur travail, mais disons que c'est dommage de n'utiliser qu'une toute petite partie du tarot, alors qu'il est conçu pour être travaillé avec 78 cartes, tout simplement. Mhm, Et là, mhm, on a de nouveau 78 cartes, donc mhm, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cet oracle, et mhm. je vais potasser et travailler depuis avec lui, je pense. Donc voilà, après il y a encore d'autres systèmes, d'autres oracles, pardon, d'autres tarots, mais qui sont quand même moins utilisés. Voilà. Mais j'avais lu une fois que le tarot d'origine n'était pas du tout destiné à un jeu d'oracle ou de divination. C'était un jeu d'exploration, en fait, un jeu.
un jeu de connaissance de soi. C'est ce que, même à l'origine, a priori. Alors, à l'origine, c'est donc ces cartes que je t'ai montrées, et en Oui. fait, ces cartes ont été créées pour le mariage de la famille Visconti, pardon, avec la famille Sforza. C'est pour ça qu'on appelle ça le tarot Visconti Sforza. Et lors de ce mariage, donc ça a été 2 ans après quand même, on a décidé de faire fabriquer des cartes qui représentent des membres de la famille avec les vertus cardinales, etc. Donc à la base, c'est quand même une sorte de galerie de famille, portrait de famille, ancré dans les vertus de l'époque, ancré avec de l'époque, etc. Et ensuite, par la suite, c'est devenu un jeu de cartes, mais au même moment où c'est devenu un jeu de cartes, c'est devenu aussi un, un outil de voyance. Et Ah un oui. outil c'est devenu un outil de voyance très très rapidement. Oui. Oui. Et l'outil de développement de soi, je ne suis pas sûr qu'il a été créé avant l'outil de voyance. Je pense qu'il il s'est D'accord. voilà, les voyants se sont emparés de ce jeu très très rapidement. Hmm. C'est par la suite que d'ailleurs le développement personnel n'existait pas à cette époque-là. On ne parlait pas de développement personnel, hein. Hmm. C'était d'autres choses. On parlait de vertu, on parlait de religion, de spiritualité, de développement de la femme, de l'homme, avec tout ce que ça implique comme voilà, positionnement fondamental, la femme dans la rondeur, l'homme dans l'aspect carré, mais on ne parlait pas de développement personnel encore. Oui. Par Ouais. contre, les voyants se sont très rapidement emparés de ce jeu-là et voilà, ont développé, etc. Donc ensuite, il est passé voilà, en France, à Lyon, également à Marseille et dans d'autres pays et d'autres villes. Et il est expansé. Mais c'est vraiment le tarot, j'ai envie de dire tarot de Marseille, français, dans la sphère française, bien qu'il est un petit peu plus utilisé maintenant dans certains pays anglophones. Mais vraiment, la majorité des tarots qu'on voit sortir à l'heure actuelle, et il en sort beaucoup chaque année, sont basés sur le système de Rider-Waite-Smith, c'est-à-dire avec toutes les arcanes illustrées. Mhm, mhm, mhm. Tu commences une séance de tarot avec quelqu'un. Par quoi est-ce que tu commences? Quel est l'élément qui va te permettre d'entrer vraiment dans comment dirais-je, une méditation profonde avec le jeu? D'accord. Alors avant de répondre à cette question, si tu permets, Liliane, j'aimerais quand même expliquer pour ceux qui nous écoutent Oui, qu'est-ce que c'est le tarot finalement, parce qu'on en parle beaucoup, euh, oui, mais tout le monde ne sait pas quelle différence tout à fait. y a-t-il, par exemple, entre un tarot et un oracle. Mm. Donc le tarot a ceci de particulier que c'est un thème, comme je l'ai dit, complet. Euh, et en fait, quels que soient les tarots, ils sont tous constitués de la même manière. C'est-à-dire que c'est un jeu qui est constitué de 78 cartes, d'accord? Euh, Tu as ce qu'on appelle, on entend parler effectivement des arcanes majeurs, arcanes mineurs. Donc, il y a 22 arcanes majeurs et 56 arcanes mineurs. Dans Mhm. ces 56 arcanes, il y a les fameux 4 éléments ou les fameux coupes, bâtons, deniers et épées qui correspondent aux 4 éléments. On pourra y revenir aussi si tu le souhaites. Et en fait, ça, c'est un système qui permet de travailler sur ce que j'ai appelé, puisque ta chaîne s'appelle Mon Axis Mundi, de travailler sur 4 axes, on va dire, principaux. Euh, Ils sont le domaine émotionnel, le domaine matériel, le domaine intellectuel et le domaine Spirituel. ah, comment? Spirituel. Spirituel, voilà, Qui est exactement. existentiel, on va dire. Oui, oui, voilà. Après, ce sont des mots qui sont à utiliser au sens large. Et à l'intérieur, justement, on peut y mettre beaucoup, beaucoup de choses. C'est pour ça que c'est un système complet, hein. Mm. Parce que ça, c'est pas juste les 4 éléments, ça va beaucoup plus loin, en fait. Mm. Mm. Et en fait, donc pour revenir à ta question, alors j'ai expliqué un petit peu ce qu'était le tarot. Et pour revenir à ta question, je débute une séance déjà euh, par de l'écoute.
C'est important de ne pas forcément parler et remplir. C'est important d'écouter ce que veut le consultant qui m'appelle. Donc, l'idée, c'est de définir les besoins du consultant. Qu'est-ce qu'il veut? Est-ce qu'il veut apprendre le tarot? Est-ce qu'il veut se sentir mieux dans sa vie? Est-ce qu'il veut trouver un travail? Est-ce que le consultant veut développer une certaine spiritualité? Est-ce que le consultant veut savoir simplement où est-ce qu'il en est? Donc, c'est Mhm. important déjà de savoir de quoi l'on parle et de pouvoir établir un objectif. Parce qu'en général, qui dit coaching dit objectif. Donc, d'établir un objectif, même si cet objectif peut évoluer Oui. par une certaine compréhension dans le temps, une modification de notre compréhension, il est important de définir un objectif. Et en fonction de cet objectif-là, je, je travaille sur une stratégie mais toujours à l'aide de l'outil qu'est le tarot et adapté également en fonction du niveau de compréhension ou du niveau tarologique, puisque je suis consulté aussi par des gens par des professionnels. Donc ça dépend du niveau. Il y a du niveau Alors, débutant, excuse-moi, il y a une intermédiaire. petite coupure de son. Tu es consulté Oui. par des professionnels, c'est ça? Voilà. Et ce que je veux dire, ça dépend du niveau. C'est-à-dire que je peux être consulté par des débutants, des intermédiaires ou des D'accord, gens qui n'ont jamais entendu parler du tarot ou des d'accord, professionnels. Et donc, il y a, il y a une adaptation à effectuer là-dessus. d'accord. Mhm, mhm. Donc ça, c'est la première chose. Hmm. Alors justement, quelle est la différence entre tes séances de tarot et puis les séances, on va dire, de jeux divinatoires qu'on voit facilement dans les publicités? Oui, c'est une très bonne question. C'est-à-dire que finalement, c'est la différence entre l'aspect tarologique purement divinatoire et le développement personnel. Donc j'ai commencé mon éducation, j'ai envie de dire, par l'aspect, comme la plupart des gens, par l'aspect voyance divinatoire. Mhm, Parce qu'à l'époque, on ne parlait pas des 16 à peu près, quand j'ai commencé à m'intéresser au magnétisme et puis plus tard donc j'étais pas très vieux, mais ça a commencé dans ces années-là. On parlait pas de véritable en tout cas, moi, je n'avais pas entendu parler de développement personnel, de psychologie, et cetera. C'était au niveau des cartes, c'était divinatoire et c'est avec le temps où j'ai appris à évoluer et surtout me donner une direction et de voir un petit peu ce qui me plaisait, particulièrement. Donc l'aspect divinatoire, on est dans le fait, de vouloir lire l'avenir, de vouloir, peut-être anticiper, vouloir, savoir ce qui va se passer, alors que dans l'aspect développement personnel, on apprend et en tout cas, moi c'est très important pour moi, j'essaie de donner aux consultants les moyens d'agir par eux-mêmes, sans se soucier, de l'avenir, mais en agissant dans l'instant mhm, présent et surtout en agissant. mhm, Parce que je me suis aperçu, à travers mes expériences propres, que si l'on n'agissait pas, si l'on n'avance pas, il ne se passe rien. Si on ne bouge pas, il ne se passe rien. mhm, Donc c'est important pour changer sa vie, transformer sa vie, il est très important d'agir, d'être dans l'action. mhm. Mais par exemple, imagine une personne qui cherche un travail et puis qui désespère de pas trouver, qu'on réponde pas à ses courriers, qu'elle elle tourne en rond, à la fin, elle se demande, mais finalement, je cherche pas dans la même direction, la bonne direction, pardon, puisque il y a rien qui débouche, elle commence à rentrer dans une spirale de doute, de remise en question personnelle importante, perte de confiance en elle. En quoi tu peux l'aider à passer à l'action? En quoi tu peux l'aider justement à sortir de toutes ces projections et de toutes ces pensées qui tournent en rond? D'accord. Alors, déjà, pour aller dans la continuité de ce qui vient d'être dit, entre la différence entre la voyance et le coaching, un voyant répondra à la question: «Est-ce que je vais trouver du travail?» D'accord? Mhm. Et effectivement, essayer de voir, à travers les cartes et à travers ce qu'inspirent les cartes, heu, pour soi-même, mais également ce qu'inspirent les cartes pour le consultant. C'est-à-dire que je peux très bien montrer une carte, comme par montre, peu importe, n'importe quelle carte, je te montre cette carte-là et je te dis: «Qu'est-ce que ça t'inspire?»
Tu vois? Donc il y a vraiment cet aspect à la fois inspirant dans le double sens. Et il est important ensuite de savoir où est-ce que ça peut coincer. Donc c'est là où on regarde dans les quatre, notamment les 4 domaines que j'ai cités précédemment, voir quelle chose on peut améliorer. Ça peut être simplement dans l'action, dans la manière de Mhm. préparer ses rendez-vous professionnels. Ça Mhm. peut être dans le fait, dans la catégorie des épées, par exemple, dans le fait de ne pas y croire. Ça Mhm. peut être dans la catégorie des couples, le fait d'être trop émotionné lors d'un entretien. D'accord. Ça peut être dans la catégorie des deniers, le fait de mal se préparer. Donc, on essaie de voir, encore une fois, grâce à cet outil, le tarot, de voir un petit peu ce qu'on peut améliorer. Et ensuite, ça passe par l'action, c'est-à-dire, je précise, par des exercices que je mets en place et que je fais faire aux consultants. D'accord. Et ce serait quel type d'exercice? Ah bah ça dépend, c'est vaste. C'est très vaste. Par exemple, s'il y a un blocage au niveau émotionnel, ça passe par des exercices de méditation, D'accord. par Mhm. exemple. Ça peut passer par des exercices de réflexion, de prise de notes sur soi, sur nos Mhm. propres capacités, pourquoi est-ce qu'on bloque. Je parle d'agir et d'action, c'est faire travailler, faire agir le consultant. C'est pas simplement, c'est encore une différence avec l'aspect voyance. La voyance, le consultant ne fait que écouter, alors qu'en coaching, là, il y a un vrai travail de mise en action du consultant. Mhm. Mhm. D'accord, ok. Mhm. Ok, donc il y a un suivi. Effectivement, il y a un suivi, donc il y a plusieurs, ça se fait en plusieurs étapes, donc en fonction des personnes. En général, en général, c'est plutôt une fois par semaine, mais ça dépend encore du travail qu'il y a effectué. Ça dépend encore Mhm. une fois du niveau, heu, à la fois du bagage, on va dire, du consultant, et quelquefois une séance par mois suffise. Mhm. Et en 3 mois, ça peut être bouclé et puis quelquefois, c'est un peu plus long, donc c'est une séance par semaine. Mais je vais jamais au-delà d'une séance par semaine parce qu'il y a toute une phase d'intégration et surtout une phase de travail où je donne des exercices à effectuer. Mhm. Oui, d'accord. Et Oui. les exercices sont très vastes, hein. Ça peut aller encore une fois de la méditation au travail, d'introspection, au travail, pratique, de recherche d'emploi, pour reprendre l'exemple. Enfin, voilà, ça prend différentes formes et c'est Mhm. par définition, le coaching est adapté à la personne. Donc tous les coachings sont différents en fonction des personnes. Mhm. Mhm. Par exemple, j'ai aussi en ce moment une personne qui m'appelle, un monsieur qui habite en Suisse, entrepreneur et qui a un énorme salon de coiffure, dans une grande ville, située en Suisse et en fait, bah, il se pose pas mal de questions sur le fonctionnement de son salon, la gestion du personnel et cetera. Donc on peut aborder cet aspect-là. Comment cette personne t'a contacté? Comment cette personne c'est une bonne question parce que ça fait longtemps, ça fait plusieurs années. Cette personne m'a contacté par, un site de voyance parce qu'il y a plusieurs années, j'étais sur un site de voyance et ensuite on a basculé sur le coaching, D'accord. et voyance, ça fait quelque temps déjà, mais disons qu'on a basculé sur le coaching et des rendez-vous, qui se font chaque semaine, en fait. Mhm. Donc elle a été convaincue par l'intérêt d'être, comment dire, accompagnée hein, dans la prise de Et décision, oui, dans des problématiques de gestion qui sont complexes. Et ça oui. lui permet de peut-être de voir des éléments en elle-même que toute seule, elle ne voit pas. Comme si tu lui C'est permettais, voilà, de voir des angles morts un petit peu de sa problématique. C'est exactement ça, Liliane. Et toute la difficulté, c'est d'arriver à faire la promotion du coaching quand on est face à une personne qui a l'habitude de consulter en voyance. Parce qu'en voyance, il y a une certaine addiction. Il y a une certaine, la personne remet tous ses problèmes, ses questionnements au voyant ou à la voyante ou au médium, voilà. Alors que et donc c'est toute la difficulté, c'est de passer à faire passer la personne d'une phase passive à une Oui. phase active. Et il y a Mm. quelquefois,
des moments où ça n'accroche pas parce que la personne n'en est pas là, on va dire, et ne recherche pas particulièrement à agir. Elle veut que sa vie change, mais elle veut qu'on lui dise que sa vie va changer, mais Mhm. elle n'a pas encore pris conscience que pour que sa vie change, il faut qu'elle agisse elle-même sur sa vie. D'ailleurs, moi-même, j'ai mis très très longtemps à voir ça, hein. C'est en faisant attention à ce que je récoltais par rapport à ce que j'avais semé, hein, et je me suis dit: «Tiens, quand même, il y a quelque chose qui ne va pas ou alors justement il y a quelque chose qui concorde et c'est par ça que j'ai réussi ça ou c'est parce que j'ai fait ça que je n'ai pas réussi à faire telle ou telle chose». Mhm. Mhm. Oui, c'est un peu comme si, en fait, tu es au carrefour de plusieurs disciplines, c'est-à-dire que tu as une intuition très très fine, donc les personnes te donnent un peu ce pouvoir-là, se considèrent que cette intuition te permet de discerner plus de choses qu'elles-mêmes sur elles-mêmes, Oui, et en même temps, comment dirais-je, tu ne forces pas dans ce sens. Hein, tu fais très attention à ce que les personnes ne tombent pas dans le piège de s'en remettre à toi. Et tu as assez de connaissances on va dire en psychologie, tout simplement, hein, pour permettre aux personnes de plutôt aller puiser dans leurs ressources et de se poser les bonnes questions avant d'agir. C'est ça? tout à fait, tout à fait et c'est vrai que j'aurais voulu rencontrer, quelqu'un comme moi, à une certaine époque, qui puisse me dire: «Attention, voilà, si tu fais ça, il risque d'y avoir ce genre d'enchaînement. Si tu fais ça, il y aura ce type d'enchaînement, qui aboutira à telle ou telle, situation». Mm. Donc c'est un petit peu en fait, je me considère comme un GPS. C'est exactement comme D'accord. ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que ça n'est pas moi qui donne la direction, qui va dire où aller, c'est le consultant qui va dire: «Je veux aller à tel endroit». Et par contre, moi, je suis là pour lui dire: «Alors attention, il y a un bouchon à 2 kilomètres, faut passer par les petites routes. Attention, voilà, il y a peut-être, moins d'essence dans 10 minutes, il faut penser à faire le plein. Attention», voilà et voilà, je me considère vraiment comme ça. Mon travail, voilà, c'est un travail, qu'on appelle, d'aide relationnelle, on va dire tout simplement, quoi, hein. Oui, oui, oui. L'aide à autrui et en fait, c'est vraiment comme ça que je me considère, plus comme un GPS que Mm. comme le véritable conducteur. Puisque bien évidemment, j'insiste, heu et d'ailleurs certains de mes consultants ou consultantes, aimeraient bien quelquefois que je prenne les choses en main, mais je leur dis: «Non, c'est à vous de le faire, je n'agirai pas à votre place, en fait». Oui, c'est ça. Oui, oui. Ça paraît attrayant sur, l'instant, mais Mhm. quand, les consultants comprennent qu'il faut vraiment agir et vraiment travailler sur soi et vraiment faire des exercices et vraiment, produire du contenu pour soi, en soi, c'est déjà moins attrayant parce que ça veut dire, travail et on n'est pas habitué forcément, à travailler dans ce domaine-là. Oui, c'est sûr. Disons que ce qui me paraît vraiment intéressant aujourd'hui, c'est qu'il y a énormément de possibles. Hein. Si tu prends la vie professionnelle, par exemple, hein, il y a énormément de possibles. Les gens se recyclent, se convertissent dans différents métiers. Moi-même, j'ai eu tout un parcours, j'ai pas toujours fait le même métier. Et en même temps, si on se connaît pas bien, on peut vraiment errer, on peut vraiment se tromper, hein, plusieurs fois ou aller de déception en déception. Qu'est-ce qui, dans la symbolique du tarot, te permet d'être relativement confiant sur cet outil? Alors, juste avant de te répondre, je vais revenir à ce que tu as dit juste avant. Ce sont mes échecs et ce sont, c'est le fait de me tromper à plusieurs reprises dans mes actions, dans mes choix, malgré que j'avais une certaine compréhension du tarot, mais je ne l'utilisais pas forcément de la bonne manière, en fait. Et ce sont ces échecs, et finalement à la fin, cette compréhension, justement, comme je disais, action-réaction, c'est-à-dire action et résultat de l'action, qui m'ont fait comprendre que il fallait que je reprenne les choses en main et que j'agisse autrement.
Ta question était Qu'est-ce qui, par dans la rapport. symbolique du tarot, Oui, oui, permet finalement d'avoir un outil assez fiable, puisqu'aujourd'hui, oui, on a toutes sortes d'outils. On a le MBTI, oui, oui, on a- oui. toujours pour rester sur l'exemple de l'emploi ou de la gestion de carrière ou de la reconversion professionnelle. On a plein d'outils un peu sophistiqués, j'ai envie de dire, qui permettent de discerner comment dire, les zones de fluidité de la personne, si elle est mieux pour un travail en équipe, dans une équipe, comment elle va se positionner, quel rôle elle va prendre vis-à-vis des uns, des autres, quel est son leadership, son type de leadership, etc. On a maintenant des outils tellement, tellement sophistiqués. Et ce que j'aurais aimé que tu m'expliques, en fait, c'est comment un outil qui paraît aussi symbolique, aussi simple aussi, quelque part, en fait, je veux dire juste un jeu de cartes, peut te permettre d'aiguiller la personne assez rapidement et d'avoir une vision assez complète de, de l'enjeu qu'elle est en train de traverser, de qui elle est, de sa problématique. Donc en fait, il faut être convaincu. La première chose, c'est d'être convaincu de l'outil. Si on n'est pas convaincu de l'outil, on va dans une sorte d'errance comme ça, Oui. de tâtonnement. Donc il est important d'être convaincu de l'outil et d'être convaincu de ce qu'on appelle la synchronicité. Et à partir de là, on sait que si une carte sort dans le tirage, il n'y a pas d'erreur. Cette carte a forcément un rapport avec la situation ou avec le questionnement. Là où c'est dans l'interprétation. Mais sinon, si cette carte sort, c'est qu'il y a quelque chose à en trouver, à trouver, à creuser. Et Mhm. après, tout le travail consiste en interaction avec le consultant, à se positionner de manière différente et à voir un petit peu ce que cette carte veut dire. Mhm. Et c'est en réalisant ça et en faisant cela au quotidien qu'on comprend qu'il y a toujours une résonance quelque part. Mhm. Mhm. S'il n'y a pas de résonance, c'est qu'on ne l'a pas trouvé. C'est possible aussi, ça peut arriver, c'est assez rare, mais ça peut arriver. Mais disons qu'il y a toujours une résonance et cette carte ne sort pas par hasard. Mhm. Et Mhm. c'est pour ça qu'il faut utiliser l'outil, non pas comme quelque chose de magique, Mhm. mais comme un outil important et que l'on respecte. Mhm. Au même titre qu'un rasoir, par exemple. Un rasoir, c'est simple à utiliser, mais ça peut être dangereux, donc il faut faire attention. Et le tarot, c'est un petit peu la même chose. Non pas qu'il peut être dangereux, mais parce que, il y a une certaine forme de réserve envers cet outil. Même si je ne suis pas forcément pour les rituels, hein, je ne suis pas forcément pour, allumer une bougie ou avoir une pierre près de soi, et cetera. Ça, c'est un autre domaine. Mais disons que c'est le fait d'avoir fait des dizaines, enfin, ou peut-être des centaines de consultations qui font que ben, on s'aperçoit que ça fonctionne. Et plus on est convaincu de cela, plus ça fonctionne. Mhm. Mhm. Parce que c'est ce qui permet aussi de connecter notre intuition, enfin en tout cas mon intuition, de passer par la carte de manière à trouver une résonance et une réponse à la question ou à la situation, ou en tout cas à la problématique du consultant. Mhm. D'accord. Donc, tu disais qu'il y avait 4 piliers qui correspondaient finalement aux 4 familles, entre guillemets, de l'âme. Donc, si j'ai bien compris, il y a dans les arcanes Oui, mineurs, hein, c'est ça. oui, c'est ça. Mhm. Les deniers, les bâtons, les coupes et les épées, Mhm. qui correspondent finalement aux 4 grands domaines de la vie humaine. On- oui, c'est cela. Ben, on peut reprendre hein, le bâton, par exemple. Le bâton, c'est le domaine de l'action, Oui, d'accord? C'est l'élément feu. Et on a également le domaine, avec le bâton, le domaine du désir. Et le désir, c'est ce qui nous motive tous les jours sans qu'on s'en aperçoive. C'est pour ça que je le place en premier, parce qu'on a tous les jours envie de manger, voilà, envie de se nourrir. Alors, il y a des envies, on peut dire, instinctives,
mais il y a instinctive, je sais pas si on peut dire ça, ouais. Mais il y a également des envies plus profondes. Mais en tout cas, on est dans le domaine du désir et de l'envie avec les bâtons. Ensuite, il y a l'élément coupe, la famille des coupes, qui, elle, comme je l'ai déjà abordé, correspond à l'élément eau et qui correspond à tout ce qui est émotionnel et tout ce qui est cœur. La coupe, c'est aussi le cœur, et c'est aussi l'artistique, ce qui nous fait vibrer. Mhm. Mhm. Ensuite, il y a le domaine matériel Mhm. avec les deniers. Mais Mhm. c'est à la fois le domaine matériel dans le sens objet matériel, c'est aussi le domaine matériel dans le sens de la terre terrestre, mais c'est aussi le domaine matériel dans le sens du corps. Et ça, c'est très important. On peut, pour certaines personnes qui ont des problématiques par rapport à leur vision d'eux-mêmes, leur vision corporelle, ceux qui ne se trouvent par exemple pas beaux, ça peut arriver, hein, on a également cette possibilité d'interpréter les cartes, en tout cas les cartes de bâton, dans ce domaine particulier du corps. Et puis pour terminer, on a le domaine de l'épée, c'est le domaine spirituel, Mhm. et on l'a déjà évoqué, mais ça peut aller plus loin que le spirituel, c'est aussi le domaine de l'analytique et de l'analyse. D'accord, donc la vie plutôt intellectuelle, la vie de l'esprit. Exactement, Mhm. exactement, exactement. Donc moi je lis l'intellectuel et le spirituel, mais Mhm. certains tarologues peuvent faire autrement, mais en tout cas moi j'attribue l'épée à cela. Et avec ces 4 domaines, on a quand même quelque chose d'assez complet, et on peut aller voir dans chaque domaine euh, et on va dire correspond à son domaine et donc est bien placé. Si je suis dans le domaine des coupes et que je sors une coupe, on peut considérer qu'il y a un certain alignement. Mhm. D'accord? D'accord. Ensuite, il faut essayer de déterminer ce qu'on peut faire, ce qu'on peut améliorer, s'il y a quelque chose à améliorer, s'il y a quelque chose à enlever, s'il y a quelque chose à rajouter par rapport à la résolution de la problématique Mhm. ou du questionnement, hein. Mhm. Est-ce que Donc tu peux... oui, Oui. non, je disais, c'est important d'avoir cette notion globale. Et puis ensuite, il y a également ce qu'on appelle les arcanes majeures, qui, elles, correspondent à des archétypes. Voilà, donc c'est encore un peu autre chose, mais voilà, c'est un petit peu le cinquième élément, si tu préfères. Et pourtant, il y a énormément de tarologues qui n'utilisent que les arcanes majeures, qui n'utilisent pas du tout les arcanes mineures. Et oui, et là tu abordes tu abordes un sujet euh, qui me qui me qui m'inspire et pour lequel je parle beaucoup, notamment sur ma chaîne YouTube, parce que j'incite mes confrères à utiliser au maximum le tarot dans sa globalité. Ouais. Alors, ça vient du fait que dans le tarot de Marseille, les arcanes majeures sont illustrés comme ceci, comme Oui, ça, voilà, les arcanes majeures qui sont ouais, constitués de dessins, donc qui oui. peuvent être interprétés, alors Oui, que les arcanes mineures, elles, sont beaucoup plus floues, oui, disons que on a l'impression que ce sont les mêmes, mais en quantité plus importante. en quantité plus importante, et puis surtout, euh, si je te montre ça, c'est beaucoup moins parlant que si je te montre ça. Oui, oui, oui. Donc, et dans les arcanes mineures, il y a effectivement les arcanes de coups et les arcanes numérales. Les arcanes numérales, c'est typiquement de cartes, et les arcanes de cour qui sont constituées du valet jusqu'au cavalier. Ah oui, de la cour comme la Voilà, cour du roi, quoi. D'accord. exactement Voilà. ça. D'ailleurs, il y D'accord. a le valet, la dame, le roi et le cavalier. D'accord. Ok, ok, ok. Ok. Voilà. Et quelle est la différence entre les deux? Entre les En- arcanes de cour et les autres? alors, bah, les arcanes de cour représentent en général des personnes. Ça peut être soi-même, mais ça peut Mhm. être des personnes que l'on côtoie dans notre vie ou que l'on va côtoyer ou que l'on a connues. Voilà. Alors que les arcanes numérales parlent, par exemple, si je prends le 7 de bâton. Voilà. Le 7, on est dans la détermination. Le bâton, on est dans le domaine, comme je te l'ai expliqué, du désir, des envies. Donc, on est déterminé
réaliser quelque chose dont on a envie de réaliser, en fait. Après, la question, c'est est-ce qu'on va pas trop loin dans cette détermination? Et c'est là où on peut rajouter des cartes et discuter de cartes. Alors que si je montre la reine de bâton, dans la symbolique, elle ressent, elle sent et elle ressent, et on est dans le domaine du bâton. Donc là, on est plus dans la séduction avec la reine de bâton. D'accord. Euh, D'accord, ok. Donc en fait, c'est une combinaison de toutes ces cartes qui te permet d'affiner vraiment hein, les, tes intuitions et puis aussi le dialogue, de faire parler la personne qui consulte. Tout à fait. C'est une interaction entre mon intuition, mon interprétation, l'interprétation qui est très importante, l'interprétation du Mhm. consultant, la manière dont Mhm. il voit les choses. Parce que Mhm. pour moi, je sais que symboliquement, c'est le symbole, la reine de bâton de la séduction, mais peut-être que la personne voit tout autre chose. Et c'est ça qui est intéressant, c'est d'arriver ensuite à creuser pourquoi cette personne pense Mhm. à, bah, si par exemple une personne pense à sa mère, bah, peut-être qu'elle avait une mère effectivement assez séductrice, en tout cas, où il y avait un certain charisme et qui a impacté dans sa vie. Et c'est là où on peut avancer par rapport, enfin, c'est tellement large par rapport à une problématique définie. Mhm. D'accord. Et tu dois quand même avoir des personnes qui ont un mouvement de recul face à certaines cartes, comme par exemple la carte de la mort, ou je ne sais pas, ou Oui, la tout à carte, fait. je ne sais plus comment elle s'appelle, là, où on voit un immeuble qui Le s'effondre. diable ou Oui, la voilà, le tour, diable, voilà. voilà. La tour, Alors, voilà, c'est ça, qui s'effondre. Ou... c'est simplement dû à, on va dire, un manque de compréhension. D'accord? Si on prend la carte du diable, ou même de la mort, voilà, la mort qui est là, effectivement, elle est symbolisée par, voilà, la grande faucheuse, qui symbolise, et là on voit des têtes couronnées et des têtes non couronnées, donc ça veut dire que tout le monde peut être touché par la mort. Mais si j'explique que c'est effectivement la mort, mais c'est surtout la fin, ça indique la fin, et c'est donc pas forcément une chose négative. La fin d'une addiction n'est absolument pas une chose négative. Donc c'est une question d'interprétation et de manière dont on se positionne dans la lecture de la carte. C'est comme un Par ex deuil à faire, en fait, une étape, quoi. Ouais. Voilà, voilà. Mhm. Si je montre, la tour qui est d'effondrement, et de Mhm. rapidité également, mais on va prendre la définition de l'effondrement. L'effondrement peut servir à mieux se reconstruire, bien Mhm. évidemment. Donc il y a toujours, c'est comme une pièce de monnaie, il y a toujours 2 aspects dans la carte. Et d'ailleurs, par rapport aux cours, puisque je donne aussi des cours de tarot, heu, c'est c'est là-dessus que certains des élèves ont du mal à comprendre ou à réaliser, par exemple, l'évolution de la carte du tarot ou de la tour. Parce que pour eux, la mort, c'est la mort, quoi. Donc, et la tour, c'est l'effondrement. Ouais. Mais il est impliqué que ça peut indiquer, cette carte peut indiquer qu'il faut solidifier les fondations, justement pour éviter un effondrement. Oui, c'est un peu comme un conseil de la carte qui dit attention, tes Et fondations, elles sont pas suffisantes, quoi. c'est exactement comme un conseil de la carte. C'est pour ça que je t'ai dit en préambule que j'utilisais le tarot comme j'utilisais le Yi King, qui est un oracle divinatoire, mais qui est surtout un recueil de conseils et qui a servi à des dirigeants chinois de différentes dynasties de Mhm. pouvoir gouverner. Donc c'est vraiment un Mhm. recueil de conseils. La Bible, certains utilisent la Bible pour pouvoir l'utiliser, la transférer dans sa vie de tous les jours. Et Mhm. donc c'est la même chose. Et le Tao Te Ching, c'est effectivement également un recueil de ben voilà, on va dire de conseils. Et c'est pour ça que j'utilise le tarot de la même manière. Donc Mhm. c'est effectivement des conseils et voir ce qu'on peut améliorer en soi Mhm. ou vers autrui ou en action ou dans nos désirs ou dans nos passions
façon d'aimer, ou dans notre façon de voir les autres, ou dans notre manière de travailler. Ah, voilà, il y a tous les aspects. C'est ça qui est fabuleux avec le tarot, c'est que ça englobe tous les aspects de. Et alors justement, quand tu enseignes le tarot, alors déjà, tu le fais à distance ou tu le fais dans ton lieu de travail? Non, je le fais via Skype, tout Mhm. simplement. D'accord, donc tu as des Voilà, gens d'un peu partout qui se forment au tarot avec tes cours. oui. Oui, et ça prend combien de temps, que- combien de temps il faut pour vraiment bien sentir le jeu, pouvoir le faire parler, entre guillemets, au sens d'avoir le sentiment d'être à l'aise avec les cartes, de sentir tout vraiment la symbolique des cartes et de pouvoir l'associer à la problématique d'une personne. Ça prend combien de temps ce processus d'initiation et de... Alors en fait, ça dépend. Comme je t'ai expliqué, il y a des gens qui n'arrivent pas avec le même bagage. Il y a Mhm. des débutants, et il y a Mhm. des gens qui ont étudié, déjà même pris des cours, qui sont vraiment confirmés puisqu'ils travaillent de manière professionnelle. Et à ce moment-là, l'interaction et le dialogue ne sont pas du tout les mêmes. Mais si on prend quelqu'un qui ne connaît rien au tarot, hein, d'accord? En 2, 3 séances d'une heure, il a déjà les bases. Parce qu'il y a rien, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est extrêmement simple, il y a rien de compliqué. Après, c'est du travail. C'est comme, comment dire? Apprendre à chanter, ça peut se faire rapidement. Maintenant, apprendre à bien chanter, à maîtriser son organe vocal, ça peut prendre des années. Mais Mhm. apprendre à chanter à peu près juste, en 2, 3 cours, on peut arriver à comprendre certaines choses, Mhm. apprendre à respirer pour chanter. Et c'est la même chose avec le tarot. En 2, 3 cours, on peut avoir les bases. Ensuite, il Mhm. suffit de travailler. Mais je voudrais juste préciser que ce ne sont pas véritablement des cours que je propose. On est plus dans le coaching aussi là. Donc, ce sont vraiment des cours personnalisés et non pas des cours juste théoriques. Ah oui, Parce c'est que pas les. collectif alors. Ah non, c'est pas collectif du Ah, tout. c'est toujours individuel, j'avais pas bien. Ah, c'est toujours individuel. C'est D'accord. toujours individuel, oui. Parce que encore une fois, on n'est pas tous au même niveau. Alors, c'est vrai quand même que j'espère pour 2024 pouvoir créer une sorte de. Bah, tu sais que j'ai mis en place les méditations tarot, c'est-à-dire des méditations, apprendre un peu les bases de la méditation, mais au cours desquelles euh, il y aura des messages, les messages des cartes, d'accord, qui Mhm. pourront parler à certaines personnes. Je Mhm. fais déjà d'ailleurs sur ma chaîne, hein, ma chaîne YouTube. D'accord. Et ça pourra se faire. Pourquoi je parle de ça? Parce que ça pourra se faire en collectif. Mais bon, voilà, c'est en préparation, mais il y a encore rien de fait. Ce sera, j'espère, si tout va bien, pour l'été prochain, l'été 2024. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter sur ce tarot, sur ce qui t'apporte toi personnellement, comment tu l'utilises à titre personnel? Alors, à titre déjà, je l'utilise, déjà, je le travaille tous les jours. C'est ce que je dis aux élèves, c'est-à-dire qu'ils se disent: «Ah oui, tu continues à travailler», et effectivement, je travaille tous les jours. On va dire qu'environ 5 jours sur 7, j'ai un tarot, dans les mains, et je regarde les cartes et je cherche toujours à remplir, cette carte de mots-clés et d'interprétations. En fait, pour moi, chaque carte du tarot est comme un livre avec des pages blanches. Et il faut remplir ce livre Mhm. qui est donc de pages blanches, il faut le remplir de mots-clés. Mhm. Et en fait, le fait de regarder régulièrement et quotidiennement ces cartes me permet d'agrandir tout simplement mon vocabulaire, et par là même d'affiner mon intuition. Mhm. Mhm. Et par rapport comment dirais-je, à la manière de l'utiliser tous les jours, je l'utilise quand j'ai un questionnement. C'est pas quelque chose que je fais par habitude. C'est pas quelque chose que je fais par addiction, en me disant: «Ah, j'ai pas travaillé mon tarot, j'ai pas tiré les cartes, je me suis pas tiré les cartes, j'ai quelque chose qui me manque». Non, c'est vraiment
encore une fois, pour en revenir au Yiking, le Yiking, on l'interroge pour des questions importantes. Et je fais Mhm. la même chose avec le tarot, je l'utilise pour des questions importantes. Pas pour Mhm. savoir si quel temps il va faire demain, ou savoir si je vais avoir mon prêt ou quelque chose comme ça. Non, ça m'intéresse pas, je le verrai bien. Par contre, ça peut me servir pour si j'ai quelque chose à faire, par exemple, euh, peu importe, une action ou affronter telle ou telle situation, comment on peut affronter cette situation de manière à obtenir tel ou tel résultat. En fonction, une fois, toujours, l'objectif que je veux avoir, comment utiliser, que faire, dans quel état d'esprit je dois être pour arriver Oui. à tel ou tel objectif. D'accord. D'accord, ok. Ok, donc pour faire une comparaison, c'est un petit peu, voilà, c'est un support pour toi, mais j'ai envie de te dire, moi j'ai des personnes autour de moi qui vont faire la même chose avec l'écriture. Elles vont méditer un petit peu, puis elles vont prendre un cahier et elles vont laisser leurs mains écrire tout ce qui leur vient en pensant à effectivement une situation, une situation qu'elles traversent, une orientation à prendre. Et à la fin de cet exercice d'écriture un peu spontanée comme ça, un peu intuitive, Mhm. on va dire, une écriture vraiment personnelle, hein, elles ont l'impression d'y voir plus clair et puis elles laissent tomber ça, enfin elles le mettent de côté et elles démarrent leur journée en laissant mûrir, en laissant décanter ce qui s'est passé. Ça me fait penser un petit peu à ça, ta pratique. On C'est un peut rendez-vous effectivement. avec toi-même, quoi, comme un rendez-vous avec ton âme, ton intuition, mais elle passe par un support. Mais on peut effectivement utiliser le tarot comme ça. D'ailleurs, il y a des exercices qui consistent à tirer une carte tous les jours au hasard et ensuite noter sur un cahier effectivement ce à quoi nous fait penser cette carte, ce qu'elle nous inspire, Oui. est-ce qu'elle répond à une problématique? Est-ce qu'elle sert à quelque chose? Donc il y a effectivement, on peut utiliser cette carte tout à fait comme ça. Sauf que le tarot est un système, on part pas dans n'importe quelle direction, puisque c'est un système qui est complet et fini, même si, alors il est fini par le nombre de cartes, mais il est infini par les possibilités, on va dire. Et donc on part dans une certaine direction, encore une fois. On Mhm. peut, ça fait résonner une résonance entre la carte qui vient de sortir et quelque chose que l'on vit à l'intérieur de soi ou à l'extérieur, encore une fois, à travers une situation, une problématique avec une personne, problématique avec son travail, ça peut être une problématique quelconque, ou bien même s'il n'y a pas de problématique, quelque chose que l'on peut ou que l'on veut améliorer dans son caractère. Oui, d'accord. Ou explorer. Ou explorer, exactement. Mhm. Et d'ailleurs, ça peut servir de support de méditation, encore une fois, à travers des messages, comme je l'ai dit, mais également simplement en contemplant la carte, puisque la contemplation est également un exercice et une pratique en rapport avec la méditation. On peut contempler la carte et voir un petit peu, thé, se laisser hypnotiser aussi par la carte et le graphisme. Oui, est-ce qu'une fois tu m'expliquais que pour toi le tarot c'était comme un temple? Oui, alors ça, c'est un petit peu dans ma manière de, de tirer les cartes, parce qu'il existe une infinité de tirages de cartes. On peut tirer on peut faire des tirages à une carte, à deux cartes, à trois cartes, etc. Et dans ces systèmes-là, j'ai créé, puisque je l'ai vu nulle part, à créer une sorte de temple avec les cartes. C'est comme un temple, mais un temple individuel, notre temple, qui serait vu de dessus. Et donc, il est constitué des quatre piliers, donc des quatre catégories, des quatre éléments. Et ensuite, on recourt avec les arcanes majeures qui correspondent au toit. Il faut voir ça comme une vue de dessus du temple. Et ça permet de travailler sur un espace de temps d'environ un mois et de travailler sur nos qualités, nos défauts, ce qu'on veut développer, ce qu'on veut arrêter de faire, ce qu'on doit faire, etc., en fonction de ce que sortent les cartes. Et donc ça, effectivement, c'est ce que j'ai appelé le temple tarologique, à défaut de meilleur nom. Mais il faut imaginer que c'est un temple individuel qui correspond à chacun. On a chacun un temple différent et qui change avec le temps. Et qui a Parce donc qu'on a
les 4 piliers, c'est les 4 familles de cartes dont tu parlais, quoi. Hein. Voilà, exactement, Ouais. exactement. Les 4 domaines, très exactement. D'accord. Et le toit, alors, il représente quoi dans cette symbolique? Alors, le toit, ce sont des archétypes, ce sont les arcanes majeurs, Hmm. et en fonction, bah, ça dépend, c'est ce qui peut permettre de mettre en place, justement, et d'arriver à faire, parce qu'une fois qu'on voit, par exemple, on sort, par exemple, je tire le 8, le 8 de coupe. Le Mhm. 8, c'est l'expansion. Les coupes, la coupe ou les coupes, ce sont par exemple, les sentiments, l'émotion. Donc, expansion des sentiments, on est peut-être une personne qui restons sur la réserve émotionnelle, en tout cas. On n'aime pas s'exprimer, on n'aime pas dire ce que l'on pense, on n'aime pas montrer ce que l'on ressent. Et peut-être que le travail consiste à ça. Mais une fois qu'on sait ça, ben, on ne sait pas forcément comment faire. Et c'est là où les arcanes majeures rentrent en ligne de compte, et puis on peut dire, ben, peu importe la carte, par exemple, si on prend la papesse, qui parle de choses cachées et d'enseignements écrits, eh ben, ça peut être le conseil de simplement de lire un livre sur un aspect qu'on a à travailler, ou autre chose. Hein. Mhm. C'est plus clair. Oui, c'est plus clair. Effectivement, c'est plus clair. C'est comme une petite cosmogonie que tu as créée comme ça, hein, à partir Voilà, c'est ça, du c'est jeu. ça. Ouais. Enfin, que j'ai créé, qui existe, c'est pas moi qui l'ai créé. Après, le temple, oui, c'est moi qui ai eu l'idée de travailler comme cela, mais bon, il y a Oui, d'autres. oui. Chaque tarologue a des tirages de prédilection qui existent, Mm. tirages qu'il se crée lui-même, en fait. Oui, oui, oui. Quand je disais que tu l'avais créé, c'est-à-dire que on sent que tu n'es pas happé par la symbolique d'une seule carte, qui a vraiment tout cet univers quand tu vas tirer seulement une carte ou deux. Tu l'as en tête, il est là en filigrane, tu l'oublies pas, quoi. Tout à fait. C'est important de Mm. bien connaître son jeu, et encore une fois, bien connaître ce que j'appelle les mots-clés, ou ces phrases clés, ou clés, ou ces images clés, parce que dans une carte, on peut mettre ce qu'on veut. Je Mm. parle de mots-clés, mais ça Mm. peut être des images. On peut capter des images, en fait. Mm. Hein. On peut capter des sensations, et quelquefois des choses qui n'ont rien à voir avec la carte. C'est simplement la carte qui nous aura inspiré cette intuition, Mm. mais qui n'aura peut-être rien à voir avec la carte aussi. Ça, c'est encore autre chose. Et cette carte peut inspire en fait notre intuition, et notre intuition est quelque chose qui n'a rien à voir avec la carte. Mm. Quand je t'ai montré la reine de bâton qui parle de séduction, mais on peut très bien, en voyant la reine de bâton, penser à un château, par exemple, un château, une maison, une voiture. On peut avoir cette image-là. Donc là, Mm. c'est plus compliqué à expliquer, et c'est là où il y a effectivement l'intuition qui rentre en ligne de compte, et Mm. la pratique. Et la Mm. pratique. Comme par exemple, quelle carte représente tel film, quelle carte représente tel livre, quelle carte représente tel personnage. Mm. Et c'est avec ce travail-là que Mhm. l'on peut enrichir ce que j'appelle le Mhm. vocabulaire, mais ça va bien au-delà du vocabulaire. Mhm. 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 Si, comme ça, là, ça me vient. Si je te parle de la carte de la papesse, pour toi, la papesse, Ouais. ça représente quoi? La papesse, c'est la maternité, mais la Mm. papesse, c'est aussi les choses cachées, c'est-à-dire qui ne sont pas révélées, qui doivent peut-être être révélées, ou au contraire qui doivent peut-être rester enfouies. La papesse, c'est aussi l'enseignement écrit, au contraire du pape, qui lui est l'enseignement oral, puisqu'on voit le Mm. pape s'adresser à En deux foule. personnages, et il Mm. s'adresse à ces personnages par la voix. La papesse, elle a un livre ouvert sur ses genoux. Mm. Donc voilà, c'est très riche. Ça peut être la maternité, même si ça symbolise pas forcément la maternité, la papesse, mais ça peut être, on peut capter ce genre de choses. Et quelle serait la différence avec la carte de l'impératrice? Parce que ce sont deux figures féminines. Oui, bah, l'impératrice, on est dans quelque chose de plus rigide, de plus stable. Mm. D'accord? Avec la papesse, on est plus dans le spirituel. Avec l'impératrice, on est plus dans le terrestre. Donc Mm. elles ont chacune leur rôle. Elles ont chacune leur fonction, elles sont chacune majeures.
c'est-à-dire importantes, majeures dans le sens d'importantes, mais elles ont une fonction différente. Mhm. Avec l'impératrice, on est plus dans le commandement, on est Mhm. plus dans l'éloquence, on est plus dans la direction, dans le fait de diriger. Mhm. Oui, c'est le pouvoir terrestre. Oui, voilà, c'est le pouvoir terrestre. Mhm. Mhm. Et on peut, en fait, l'idée, c'est de pouvoir écrire, on devrait pouvoir écrire un livre entier sur chaque carte. Mhm. Mhm. C'est ce que je préconise, hein, d'ailleurs, aux élèves. Je leur dis, vous réservez 2 pages par carte et puis vous remplissez au fur et à mesure que vous avez des idées. On peut très bien regarder moi, ça m'arrive très souvent. Je regarde un film, par exemple, et puis j'ai une scène ou un personnage ou quelque chose qui va se passer dans le film et qui va me faire penser à une carte. À ce moment-là, j'arrête le film et j'intègre, ce que je viens de ressentir et j'associe à ce moment-là, alors quelquefois ça me fait couper souvent un film, mais en fait, c'est important de capter tout ce qu'on peut capter dans notre vie, que ce soit, artistique, que ce soit, Et amoureuse. quel est pour toi le sens de faire ça, puisque le film, il est déjà écrit. Donc, tu vas pas... Alors le film est déjà écrit, mais ça sert tout simplement à ce que je disais tout à l'heure, à rajouter du vocabulaire, ce que moi j'appelle du vocabulaire, c'est peut-être pas le mot approprié, mais du vocabulaire à la carte. De cette manière, le jour où cette carte sort, peut-être que tu vas te rappeler du film que tu as vu ou de la scène que tu as attribuée à cette carte et ça va te provoquer quelque chose. Soit une image, soit une intuition, soit un malaise, soit une émotion. Mhm. Ah oui, je comprends mieux. C'est un peu comme si tu développais de plus en plus de liens cognitifs à partir d'une même carte. Et donc, tu as comme une base de données, en fait, que tu as agrémentée au fil de tes expériences, de tes interrogations, de tes tirages. Et c'est un peu comme si, au moment de la consultation, de la séance, tu, euh, tu avais accès à beaucoup plus de références et donc beaucoup plus de connexions possibles. C'est ça? C'est joliment dit, c'est mieux dit que ce que je viens de dire, c'est exactement ça. Donc, j'ai voulu m'assurer d'avoir bien compris surtout. Exactement ça, Mais voilà. en tout cas, c'est ça qui est touchant, c'est que pour toi, c'est pas figé, c'est pas un jeu, voilà, où on apprend une bonne fois pour toutes le sens de chaque carte, la symbolique de chaque carte, qu'on réduit à une sorte de mode d'emploi. Pour toi, c'est vraiment un outil en évolution en permanente et qui, Exact. voilà, et qui est en même temps, qui suit ta propre évolution. L'outil est en évolution, tu es en évolution, tu le fais évoluer, tu le fais grandir. C'est touchant parce que tu as une relation en fait très vivante avec ce jeu. Exactement, et c'est ce qui fait la différence entre un cours théorique, parce qu'il suffit de lire, n'importe quel livre et on a les bases pour apprendre Ouais, le tarot et ouais, ensuite on peut s'en servir. Mais c'est ce qui fait la différence entre un cours théorique et un coaching, puisque le coaching, bien évidemment, tu l'as compris, je fais travailler aussi de cette manière les élèves et donc du coup, on est devant, la carte du monde, c'est-à-dire une fenêtre ouverte vers une infinité de possibles et ouais. vers une infinité d'enrichissement. Et c'est ça. Enrichissement, intérieur bien sûr, Et c'est ça. heu Mm. et ça change tout entre, savoir que la papesse c'est ci, c'est ça et puis vivre des moments qui peuvent nous inspirer des émotions profondes et qui peuvent nous changer profondément et qui peuvent nous inciter à agir dans notre vie. Encore une fois, le maître mot pour moi, c'est agir dans sa vie. Si on veut changer sa vie, il faut agir et d'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai compris il y a pas si longtemps, hein, il y a quelques années, vraiment très, très peu de temps, où j'ai compris que, heu, si on voulait aller dans telle direction, il fallait agir. Par exemple, j'ai laissé, passer le domaine, matériel dans donc les deniers pendant des années. C'est quelque chose qui ne m'a pas intéressé puisque j'étais dans le domaine de l'artistique, comme je t'ai dit, dans le domaine de l'émotionnel, comme je t'ai dit avec les peintures, que j'ai d'ailleurs appelées peintures émotionnelles. C'est autre chose que les monolines, mais bon bref, c'est pas le sujet. Mais j'ai laissé totalement le côté, matériel et le côté financier, puisque le denier, c'est aussi les finances,
Et à un moment, je me suis dit, ben oui, mais mes piliers, mes 4 piliers là, j'ai travaillé, d'accord, j'ai bien travaillé 2 piliers, il y en a un troisième qui commence à être travaillé, mais le pilier de l'aspect matériel, ça va pas. Et mon temple, il est de guingois. Parce que pour avoir un beau temple personnel, il faut que les 4 piliers soient à peu près à la même hauteur. À Ouais. peu près, qu'on les travaille de la même manière, qu'on ait la même envie pour travailler les 4 piliers en même temps. Ou tout du moins, voilà, la même longueur. Et donc, c'est important. Et je me suis aperçu que mon temple, c'est là, quand j'ai eu cette notion de temple qui m'est arrivée intuitivement, je me suis aperçu que, oh là là, Eric, c'est bien beau, mais là, tu as laissé l'axe du denier, et tu as un tout petit temple. Et donc, voilà, je travaille aussi dans ce domaine-là. Bah écoute, c'est formidable. Ça montre aussi ton humilité, ta soif d'apprentissage, hein, ton attitude d'ouverture, hein, de créativité, d'ouverture, d'humilité, qui fait que tu ne considères jamais, malgré ta très 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 longue pratique du tarot, tu considères jamais que tu le maîtrises à 1000% et puis que ça y est, c'est acquis. Non, en fait, c'est ça qui est touchant, hein, dans ce chemin, hein, que tu partages avec nous aujourd'hui. Comment se passe une séance dans les cercles de médite tarot que tu as mis en place? Alors, j'ai mis ces cercles en place. Je ne les ai pas encore véritablement testés avec 10 personnes. Mais euh, en fait, ça consiste à apprendre les bases de la méditation et à faire une courte méditation. Pourquoi déjà? Parce que ça permet d'être tous sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire que, Mhm. tu vois, si on vient d'avoir une certaine conversation, un certain dialogue tous les deux, il y a une certaine énergie qui est là. Si quelqu'un, une tierce personne arrive et pose une question, la question sera peut-être tout à fait à côté parce elle sera pas dans la même énergie que ce qu'on a Mhm. créé au travers de cette interview. Mhm. Tu comprends? Et ce qui est important, c'est d'être sur la même longueur d'onde. Donc c'est la base, c'est de créer une sorte d'atmosphère ou en tout cas, d'être dans le même état d'esprit. D'accord? Ce qui permet aussi, puisque la méditation est quelque chose de très important pour moi et d'ailleurs je fais des séances de coaching aux élèves, je leur apprends à méditer aussi. Parce que avant chaque consultation, je leur une méditation. Alors, quand je dis méditation, c'est pas forcément une méditation de 15 minutes, ça peut être une méditation de 5 minutes, 3 minutes. Il est important, dans un premier temps, de méditer, de manière à créer cette atmosphère. Une fois qu'il y a cette atmosphère, tous, et que moi je suis connecté aussi au groupe, c'est là où je peux tirer les cartes, Mhm. peux donner une première interprétation, ou bien je peux laisser parler des consul pardon, des personnes qui sont dans la salle et leur demander: «Ça vous inspire cette carte?» Mhm. Et ensuite, il s'instaure un dialogue entre, ces personnes et moi ou bien entre elles. Et Mhm. c'est là où commence le côté, heu développement personnel, approfondissement de nos richesses intérieures. Enfin voilà, on est là-dedans, quoi. On commence Mhm. à s'interroger, à vouloir aussi aider l'autre, parce que c'est Mhm. extrêmement important, sans avoir le syndrome du sauveur, hein. J'ai pas du tout le syndrome du sauveur, mais depuis toujours, j'ai su que je voulais aller vers, l'aide, d'autrui, si tu veux. Hein. Oui, De la disons. même manière que j'ai su dès l'âge de 10 ans environ, j'ai su que la méditation serait quelque chose d'important parce que j'ai eu une vision, je me suis vu, en train d'être devant un mur, de pierre et je ne comprenais pas ce qui se passait, ce que ça voulait dire et j'ai été fortement impacté par cette image-là, cette vision-là. Ensuite, je suis allé voir ma mère et je lui ai dit: «Maman, plus tard, je veux être moine». Enfin, voilà, bon, je sais pas et elle m'a dit: «Mais ça va pas, Gambediga». Et donc, cette vocation s'est arrêtée là. Mais en fait, ça m'a vraiment impacté et tellement qu'effectivement, je suis allé dans ce domaine-là et également, j'ai fait une décorporation, quand j'avais à peu près le même âge, 12 ans, je crois, où j'ai vu mon corps, vu de dessus, en fait et j'ai voyagé dans la pièce dans laquelle je me trouvais et ensuite j'ai réintégré mon corps et ça, quand on a 12 ans, c'est extrêmement troublant, perturbant
peut-être même traumatisant, mais en tout cas, c'est ce qui m'a défini, ce qui m'a construit et ce qui m'a donné la direction et ce qui explique aussi pourquoi plus tard je me suis dirigé vers voilà, l'ésotérisme et tout ce domaine Mhm. immense. Mhm. Plus cet oncle qui a vécu chez vous quelques années, hein, Voilà, 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 et voilà. même initié à la Kabbale, à un certain nombre Alors légèrement à la cabale, parce que D'accord. j'ai trouvé ça trop complexe pour moi, mais effectivement, en tout cas, qui m'a permis qui m'a appris à faire des pentacles de protection, et je continue d'ailleurs à faire des pentacles de protection. Je le mets pas sur le site, je ne le dis pas, mais c'est effectivement des choses que je continue à faire de temps en temps, voilà, avec l'écriture hébraïque et puis la symbolique, etc. Euh, mais effectivement, j'ai eu la chance de très tôt me poser des questions sur la mort, sur les extraterrestres, sur le magnétisme, sur le tarot. Voilà, donc tout ça, pour moi, j'ai vécu là-dedans, en fait, en tout cas dans ce questionnement Dans ce questionnement, voilà, c'est ça. Oui, très oui. très tôt. Ouais, ouais. Donc vous êtes avec Isabelle, vous êtes à Péronne, à 1 heure et demie de Bien Paris, sûr. du nord de Paris, dans Oui, la Somme, c'est ça? tout à fait, oui. Et Ok. Isabelle qui est médium et Mhm. qui travaille également qui est psychopraticienne, et qui travaille, enfin bon, elle expliquera bien même mieux que moi, mais voilà, transgénérationnel, lecture de l'âme, enfant intérieur. Et on s'est aperçu que quand on était tous les deux, on avait une force qui était décuplée. Et effectivement, depuis que je l'ai rencontrée, il y a quelque chose qui s'est décuplé en moi et idem pour elle. Et c'est comme ça qu'on a eu l'idée de travailler ensemble dans Mhm. les nettoyages de lieux Mhm. déchargés, etc. Dans ton site, tu écris à un moment que vous êtes des âmes jumelles. Qu'est-ce que c'est des âmes jumelles? Ben, c'est justement, on a ça quand on s'est, très peu de temps après qu'on se soit rencontrés, ou même, non, même dès le premier moment où on s'est rencontrés, on a perçu qu'il y avait une relation, non plus une relation d'être humain, non plus une relation séduction ou basée sur le terrestre, mais plus sur quelque chose de plus fort et de plus puissant et de plus spirituel. Et effectivement, une âme jumelle, c'est des âmes jumelles, ce sont déjà des âmes qui avancent. C'est une relation d'âme à âme et on ressent quelque chose au fond de notre cœur et de notre intuition et de tout ce que l'on est, qui a quelque chose de beaucoup plus fort que nous et qui nous réunit et qui nous rend plus forts quand on est l'un avec l'autre. D'accord, d'accord. Donc c'est effectivement ce qu'on ressent quand on vous voit ensemble, là, cette complicité d'âme. Effectivement. Ah ça, je ne sais pas, c'est pas moi de le dire, mais voilà, Oui. bah, tant mieux, Enfin, super. l'ayant expérimenté plus d'une fois, voilà, c'est mon ressenti, hein, Mmh, mmh. et tant mieux si vous pouvez du coup travailler ensemble et grandir ensemble sur tous les plans finalement, hein, pas seulement le plan des sentiments et de la relation, mais aussi sur le plan spirituel, le plan professionnel. Ouais. Oui, et puis on se challenge parce on on a nos propres, centres, comment dirais-je? Centres de travail, on va dire. Et en fait, on arrive à se compléter tout en travaillant différemment. Donc c'est ça qui est intéressant et le challenge vient dans le sens où quelquefois, il y a pas je ressens pas forcément ce qu'elle peut dire ou elle ne ressent pas forcément ce que je dis, mais il y a quand même quelque chose qui nous permet ensuite de créer un pont entre 2 choses qui apparemment ne pourraient pas se toucher, mais de créer un pont et c'est comme ça qu'on arrive à comprendre qu'il y a quelque chose qui est plus fort que nous, quoi. Mm. Mm. Merci beaucoup, Eric, pour ce partage toujours aussi profond. Merci. Et puis, eh bien, avec grand plaisir de t'interroger sur ta pratique artistique, puisque c'est quand même un grand volet de ta vie, hein, l'art. Oui, L'art, oui, le oui. dessin, la peinture. Voilà, tu nous parleras de tes dessins vibratoires, de tes tableaux monoline ou monoline.
Et puis, je te dis à bientôt. Ben, écoute, vraiment, merci à toi encore une fois de me permettre de m'exprimer sur ce sujet-là. Et je voulais te féliciter pour ta chaîne. Merci Eric. Merci beaucoup. Tu as aussi une chaîne qui rassemble une communauté de tarologues? Alors, ça n'est pas forcément qu'une communauté de tarologues. La chaîne s'appelle Planète ASMR Tarot. Ça a commencé par être une communauté de personnes sensibles à l'ASMR, c'est-à-dire à certains bruits, aux chuchotements, et j'ai voulu élargir également cela aux personnes qui étaient intéressées par le tarot, et ensuite élargir encore plus aux personnes qui étaient intéressées par la méditation. Et c'est comme ça que j'en suis venu à créer les méditations de tarot. Et donc, c'est une chaîne sur laquelle on trouve à la fois des méditations, mais également, je parle d'oracle, je parle de tarot, je fais des guidances éventuellement. Voilà, et je propose des lives directs où je parle d'un sujet précis, où je peux répondre à certaines questions, etc. Donc, c'est une communauté très vivante, mais surtout, le maître mot de cette communauté, c'est une communauté bienveillante. Merci beaucoup Eric. Je te dis à très bientôt. Merci beaucoup, Liliane. À bientôt. Merci pour tout. Au revoir. Au revoir.